we're not at all-time highs. We're at nominal all-time highs. If you adjust the dollar for purchasing power, it would appear that the price necessary in nominal dollars to be at a real all-time high would be at something like 2,850. It's important to understand that. It's important to understand that the thesis for gold involves the deterioration of the purchasing power of the dollar. If we measure the dollar in gold terms going back to 1970, the dollar's already lost 98% of its value. That's the argument for owning gold. L'or connaît actuellement une forte tendance haussière atteignant des niveaux de prix historiques. Cet actif continue de capter l'attention des investisseurs par son caractère d'antifragilité et de valeur refuge contre l'inflation et la dévaluation monétaire. Comme l'a récemment mentionné Ross Beatty, président d'Equinox Gold et fondateur de Pan American Silver Corp, les fondamentaux de l'offre et de la demande en métaux sont actuellement remarquables et nous sommes dans une situation qu'ils n'avaient encore jamais observée. Et l'or, bien sûr, n'échappe pas à son observation. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons décrypter les performances de l'or et sa corrélation avec des indicateurs économiques et les autres classes d'actifs. Nous allons aussi analyser les dynamiques du marché en examinant l'intensité de la demande et de l'offre, ainsi que les facteurs qui influencent le prix de l'or. Nous ferons ensuite un focus côté offre, par l'analyse des minéraux-orifères, par l'évaluation de leurs coûts de production et leurs performances. Puis enfin, nous aborderons les raisons pour lesquelles il peut être pertinent d'investir actuellement dans l'or et comment y investir judicieusement en fonction de chaque profil investisseur. Passons de suite à l'analyse des performances historiques de l'or et de sa corrélation avec les indicateurs économiques et les autres classes d'actifs. Sur les 45 dernières années, le prix de l'or a affiché un taux de croissance annuel composé de 5,9%. Cependant, cette croissance a été accompagnée d'une certaine volatilité avec un écart type de 17,5% sur la période. L'écart type mesure la volatilité des rendements et indique à quel point le prix de l'or peut fluctuer. En termes de rendement ajusté au risque, le Shrep ratio de l'or est de 0,33. Ce ratio évalue la performance de l'or en tenant compte du risque basé sur sa volatilité. Un Shrep ratio plus élevé indique un meilleur rendement pour un même niveau de risque donné. L'or est alors considéré comme un actif relativement peu risqué au vu de son faible Shrep ratio. Sur des périodes plus courtes et variées, l'or a montré des performances variées. Cette année, l'or a réalisé une performance de plus de 23%. Sur les 5 dernières années, la performance annualisée est de 11,2%. Sur 10 ans, elle est de 6,6%, sur 20 ans de 9,6% et sur 40 ans de 5%. Si l'on observe les performances annuelles entre 1978 et 2024, l'or a enregistré 26 années positives sur 46, soit un taux de gain annuel de 56%. Parmi les meilleures années pour l'or, nous avons l'année de 1979 avec un gain exceptionnel de 123,4%, suivi de 2010 avec 37,7% et de 2005 avec 35,2%. A l'inverse, les pires années incluent 2013 avec une baisse de 30,9%, 1981 avec moins 19% et 1990 avec moins 16,9%. L'or suit des cycles de marché qui peuvent être longs et sont aussi souvent marqués par une certaine volatilité. Par exemple, le bear market entre 1980 et 2000 a été une période prolongée de baisse pour l'or. Et plus récemment, en 2020, l'or a connu une certaine baisse liée en partie à la nécessité de couvrir des appels de marge lors de cette période et un environnement de faible taux. L'or, qui n'était pas un actif sur le devant de la scène, retrouve depuis récemment de plus en plus d'intérêt, où certains analystes se demandent si un nouveau bull market a déjà commencé, avec une once d'or dépassant les 2500 $ l'once. Maintenant que nous avons décortiqué et analysé les performances historiques de l'or, passons à l'analyse de sa corrélation avec les autres actifs et indicateurs économiques. Pour cela, commençons peut-être par l'indicateur économique qui est le plus suivi, les taux d'intérêt, et plus particulièrement les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. L'or et les taux d'intérêt sont historiquement inversement corrélés. Cela signifie que lorsque les taux d'intérêt baissent, le prix de l'or a tendance à augmenter. Et inversement, lorsque les taux augmentent, le prix de l'or a tendance à baisser. Cette relation s'explique par l'attractivité relative des autres classes d'actifs comme les obligations. Des taux d'intérêt plus élevés les rendent de plus attractives, réduisant ainsi l'intérêt pour l'or en tant que valeur refuge et conduisant souvent à une baisse de son prix. Lorsqu'une économie se porte bien, la confiance globale sur les marchés grandit. Les consommateurs et les entreprises ont tendance à emprunter davantage. Cette augmentation de l'activité économique génère indirectement de l'inflation et entraîne une hausse des taux d'intérêt. Dans ces périodes de prospérité, l'intérêt pour des investissements dits sûrs comme l'or diminue, ce qui peut faire baisser son prix à court terme. A l'inverse, lorsque les taux d'intérêt baissent, généralement en période de ralentissement économique, l'attrait pour l'or augmente. Une baisse des taux d'intérêt rend les obligations et les autres investissements à revenus fixes moins intéressants. Dans ces conditions, les investisseurs se tournent souvent vers l'or pour protéger leurs investissements, ce qui fait généralement grimper son prix. Les taux d'intérêt varient d'un pays à l'autre, mais les taux américains ont une influence particulière sur le prix de l'or car ce dernier est principalement négocié en dollars américains. Ainsi, une augmentation des taux par la Réserve fédérale américaine tend à faire baisser les prix de l'or, tandis qu'une diminution des taux
peut maintenir le prix de l'or à un niveau élevé. Cela s'explique par le fait que des taux plus élevés aux États-Unis renforcent naturellement la parité du dollar aux autres devises, rendant l'or plus coûteux pour les investisseurs internationaux. Cependant, il est important de noter que sur les 50 dernières années, une étude du World Gold Council démontre que la corrélation entre les taux d'intérêt et le prix de l'or n'est que de 28%, ce qui est relativement faible. Cette faible corrélation montre que d'autres facteurs économiques, politiques et psychologiques jouent également un rôle crucial dans la détermination du prix de l'or. Alors, bien que les taux d'intérêt influencent le marché de l'or, ils ne sont pas le seul paramètre. En effet, historiquement, l'or a aussi montré logiquement une certaine corrélation avec les obligations d'État américaines à 10 ans. En particulier, celle indexée de l'inflation, soit les TIPS, Treasury Inflation Protected Securities. Les TIPS sont des obligations dont le capital et les paiements d'intérêt sont ajustés en fonction de l'inflation. Si l'inflation augmente, le capital des TIPS augmente également, entraînant une hausse des paiements des intérêts. À échéance, si l'inflation a augmenté la valeur du capital, le Trésor américain verse au détenteur le montant ajusté. Si une déflation a réduit la valeur du capital, le détenteur reçoit la valeur nominale initiale. Cependant, les données plus récentes nous montrent que malgré cette corrélation historique, cette corrélation a tendance à se détendre. Nous pouvons alors nous questionner sur la pertinence de cette corrélation historique et nous demander si cette détente est ponctuelle ou si nous ne sommes pas en phase de changer de paradigme. De plus, cette relation entre l'or et les obligations américaines indexées de l'inflation, bien que discutable au vu de la récente détente, il est essentiel de considérer l'influence du dollar sur le prix de l'or, puisque, tout comme les TIPS, le dollar américain joue un rôle non négligeable dans ces dynamiques de prix. Le dollar est en effet un paramètre très important et influent sur les prix de l'or car les marchés internationaux d'or sont libellés en dollars américains, ce qui signifie que la valeur du dollar a un impact direct sur la quantité d'or que les investisseurs étrangers peuvent acheter avec leur devise locale. Historiquement, l'or a montré une relation inverse avec le dollar. Lorsque la valeur du dollar diminue, le prix de l'or a tendance à augmenter. Cette corrélation s'explique par un phénomène simple, un dollar plus faible permet aux investisseurs étrangers d'acheter plus d'or pour la même quantité avec leur devise locale, ce qui accroît la demande et par conséquent le prix de l'or. Cette relation inverse est particulièrement importante en période de volatilité économique ou d'incertitude sur les marchés financiers. Lorsque le dollar se déprécie, l'or devient une valeur refuge pour les investisseurs qui cherchent à protéger leur capital contre les fluctuations monétaires. Cependant, tout comme avec les TIPS, il est important de noter que la relation entre le dollar et l'or n'est pas toujours linéaire et peut être influencée par d'autres facteurs économiques et géopolitiques. La valeur du dollar américain influence alors directement la valeur du prix de l'or en raison du fait que l'or est libellé en dollars. Et cette relation est aussi renforcée par une autre corrélation, celle entre l'or et le pétrole. Les prix de l'or et du pétrole sont historiquement très corrélés, avec une corrélation moyenne de 88% sur les 70 dernières années. Cela signifie qu'à long terme, les fluctuations du prix du pétrole ont tendance à être suivies de près par celles de l'or. Cette forte corrélation peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Premièrement, comme vous le savez tous, le pétrole est une ressource essentielle pour l'économie mondiale, servant de base à la production d'énergie, au transport et à une multitude d'industries. Par conséquent, lorsque le prix du pétrole augmente, il exerce une certaine pression inflationniste sur l'économie globale. L'or étant souvent perçu comme une protection contre l'inflation, voit alors sa demande augmenter, ce qui pousse donc son prix à la hausse. Bien que l'achat d'or ou de pétrole puisse être tous les deux utilisés comme couverture contre l'inflation énergétique, il est important de noter que l'or présente certains avantages. Par exemple, le coût de stockage du pétrole est d'environ de 6% par an en raison de ses besoins en infrastructure pour le stockage et le transport. En comparaison, le coût de stockage de l'or n'est que de 0,35% par an, ce qui en fait une option plus efficace pour les investisseurs cherchant à se protéger contre l'inflation énergétique à long terme. L'or sert non seulement de valeur refuge contre les fluctuations monétaires, mais aussi contre la hausse des prix de l'énergie. Nous venons de voir dans cette partie que l'or est un actif avec une performance relative qui s'accompagne comme toute classe d'actifs de cycles. Bien que de nombreux investisseurs pensent, et à juste titre, que l'or et les taux d'intérêt ont une corrélation inverse au vu de l'attractivité des obligations lors de périodes de hausse des taux d'intérêt, nous avons vu qu'à plus long terme, il n'y avait pas particulièrement de relation entre les taux d'intérêt et l'or. En 1970, l'or a connu une importante augmentation, alors qu'en parallèle, les taux d'intérêt également augmentaient. Puis en 1980, les taux d'intérêt ont diminué, cependant, le prix de l'or a connu une chute vertigineuse. Malgré ces données historiques, nous pouvons nous demander si ces observations passées sont toujours valide dans un contexte plus récent. Puisqu'en effet, l'or et les obligations américaines indexées de l'inflation étaient fortement corrélées par le passé. Pour autant, cette corrélation n'est plus tout à fait juste sur les 2 dernières années et renforce notre questionnement sur la pertinence des observations passées.
Et ceci est malheureusement aussi vrai pour la relation entre l'or et le pétrole. Même si à long terme, acheter de l'or était équivalent à acheter du pétrole, depuis juillet 2024, cette relation n'est plus tout à fait valide. Il aurait mieux fallu acheter de l'or que du pétrole à cette période-là. La performance de l'or et ses corrélations est difficile à interpréter. Même si les taux d'intérêt, les obligations indexées de l'inflation ou encore le pétrole sont tout de même des paramètres importants à surveiller, d'autres paramètres plus fondamentaux et macroéconomiques entrent en jeu et ont parfois plus de poids à long terme dans l'influence du prix de l'or. Juste avant de poursuivre sur la partie des dynamiques d'offre et de demande d'or, si l'investissement dans les entreprises minières vous intéresse, je vous recommande fortement de visionner ma vidéo à ce sujet. J'y aborde en détail les dynamiques globales de notre future demande en métaux et les points d'analyse spécifiques aux minières. Elle mérite vraiment l'attention de tous ceux qui souhaitent sérieusement investir dans ce secteur. De plus, pour ceux que ça intéresse, je partagerai via ma liste d'emails une analyse d'une entreprise minière d'or. Vous trouverez le lien pour la rejoindre en description. N'oubliez pas également que si vous appréciez le contenu de cette chaîne, vous pouvez vous y abonner, ainsi que liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous remercie par avance et reprenons la suite de la vidéo. Après avoir analysé les performances de l'or et ses corrélations, intéressons-nous maintenant aux fondamentaux du marché, l'offre et la demande. L'offre d'or provient de deux sources, la production minière et le recyclage. La production minière représente environ 75% de l'offre totale, soit un peu plus de 3600 tonnes par an. Le reste de l'offre, environ 25%, provient du recyclage, principalement à partir de vieux bijoux et de déchets électroniques, pour un total d'un peu plus 1200 tonnes par an. En combinant ces deux sources, l'offre totale d'or atteint environ 4800 tonnes par an. Les principaux pays producteurs sont la Chine, qui domine avec plus de 10% de la production mondiale, suivi de la Russie, l'Australie, le Canada et les États-Unis. Côté demande, l'or est principalement tiré par deux secteurs, la bijouterie et les institutions financières, soit les banques centrales et les investisseurs. Le secteur de la bijouterie représente la majeure partie de la consommation mondiale d'or et cette demande reste relativement stable d'année en année. Deux pays dominent ce marché, la Chine et l'Inde. En 2023, la consommation mondiale de bijoux a légèrement augmenté, en partie grâce à une hausse de 10% en Chine après la levée des restrictions liées au Covid-19. Cette croissance a compensé une baisse de la demande en Inde due à l'affaiblissement de la roupie. Ensemble, ces deux pays représentent environ 57% de la demande mondiale en bijoux en or en 2023. Le deuxième moteur de la demande en or est financier. Ce sont les banques centrales ici qui jouent un rôle important dans le poids de la demande. En 2024, les intentions d'achat de l'or par les banques centrales restent élevées, avec 29% d'entre elles qui prévoient d'augmenter leurs réserves d'or au cours des 12 prochains mois et 81% qui estiment que les réserves d'or de l'ensemble des banques centrales augmenteront au cours de la même période. Depuis 2009, les banques centrales consolident leurs réserves en or. Cette demande de leur part se maintient et se renforce même sur ces dernières années. Et ce phénomène est amplifié par les tensions géopolitiques qui n'ont cessé de s'intensifier partout dans le monde ces 2 dernières années. Cette demande en or de plus en plus pressante de la part des banques centrales est catalysée en partie par une demande asiatique qui n'a jamais cessé d'augmenter. Les pays asiatiques représentent une part relativement importante des réserves d'or mondiales totales. La principale réserve est la Banque centrale américaine, suivie de l'Allemagne, l'Italie, la France, la Russie, la Chine, le Japon, l'Inde, etc. D'un point de vue plus régional, c'est l'Europe de l'Ouest qui détient le plus d'or, suivi de l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Est et centrale, et enfin l'Asie. L'augmentation de la demande par les pays asiatiques présentée précédemment est en réalité induite par un seul acteur, la Chine. Depuis plus de 3 ans, la Chine consolide ses stocks d'or, contrairement à ses pairs américains ou européens. L'augmentation récente des réserves d'or par les banques centrales est motivée par plusieurs facteurs, avec quelques différences de vision entre les économies dites avancées et les économies en développement. Les banques centrales des pays en développement accordent une importance particulière à accumuler de l'or, notamment en raison de leur inquiétude liée aux risques financiers et politiques. L'or est également à leurs yeux un levier d'indépendance vis-à-vis des politiques monétaires mondiales. Ces préoccupations sont moins significatives pour les banques centrales des économies avancées qui ne considèrent pas ces facteurs comme aussi pertinents et qui justifieraient leur stock d'or. Malgré ces différences, les points de vue entre les économies avancées et en développement convergent lorsqu'il est question du rôle de l'or. Les banques centrales des deux groupes reconnaissent que l'or est une classe d'actifs efficace pour diversifier un portefeuille performant en période de crise et qui possède une liquidité importante. Ce point partagé des banques centrales sur l'avantage de la liquidité de l'or est également partagé par l'ensemble des acteurs des marchés financiers. C'est pourquoi cette pression au niveau de la demande exercée par les banques centrales s'accompagne aussi d'une demande financière plus globale. L'or reste l'une des classes d'actifs les plus appréciées des marchés financiers pour sa liquidité et conserve également une position privilégiée aux yeux des investisseurs pour son caractère historique d'antifragilité. En dehors de la demande pour la bijouterie et les institutions financières, l'or est également utilisé dans diverses applications industrielles, notamment dans les technologies renouvelables comme les panneaux solaires et les éoliennes, induits par ses excellentes propriétés de conductivité. Cependant, en raison de son coût
élevée, l'or reste un matériau peu utilisé dans la transition énergétique et la demande industrielle représente une part relativement faible de la consommation globale. En 2023, la demande d'or pour la technologie et l'industrie a même chuté de 3% en raison du contexte économique. Les dynamiques du marché de l'or sont principalement déterminées par la demande issue de la joaillerie et des institutions financières. Les banques centrales jouent un rôle très important par leur volonté de renforcer leurs réserves, ce qui intensifie la pression côté demande. En 2023, la Banque populaire de Chine a été le plus important acheteur, ajoutant 225 tonnes à ses réserves, marquant ainsi ses achats annuels les plus importants depuis 1977. L'or est historiquement perçu comme un actif refuge en période d'incertitude, mais c'est aussi une classe d'actifs très liquide et qui permet également de diversifier efficacement un portefeuille d'actifs. La demande en or est actuellement relativement importante, cependant il ne suffit pas de comprendre la demande pour comprendre l'ensemble de la dynamique des prix de l'or. L'offre est tout aussi essentielle. Avec 75% de l'offre mondiale d'or provenant de l'extraction minière, il est indispensable de comprendre les facteurs qui influencent cette production. Bien que l'or puisse être stocké, il reste une ressource limitée et sa disponibilité est directement liée à la capacité de production des mines mondiales. Cette interaction entre l'offre et la demande est fondamentale pour comprendre le marché de l'or dans son ensemble. C'est pourquoi nous allons étudier à présent plus précisément les facteurs qui influencent l'offre et donc la production minière. Puisque l'offre en or est principalement induite par la production minière, intuitivement, on pourrait s'attendre à ce que la hausse du cours de l'or entraîne une augmentation similaire des actions des sociétés minières. Cependant, cette relation est loin d'être parfaite. Avec un coefficient de corrélation de 0,56, il est clair que les actions qui produisent l'or ne suivent pas systématiquement la variation des prix de l'or. Autrement dit, ces actions ne reflètent pas simplement de manière amplifiée les fluctuations du cours de l'or, ce qui peut être surprenant car on pourrait s'attendre à une corrélation logique et plus directe. Ce décalage de performance s'explique par la rentabilité des entreprises minières qui est largement déterminée par leur coût de production. Bien que la production minière mondiale ait légèrement augmenté ces 3 dernières années, elle reste légèrement inférieure au pic atteint en 2018. Cela souligne les difficultés que rencontre l'industrie minière à accroître la production malgré 4 années consécutives de hausse du prix de l'or. Même si les prix de l'or ont augmenté, les dépenses en exploitation ont aussi augmenté. Les coûts liés à la construction des mines ainsi que le temps nécessaire pour les études environnementales et les permis avant d'atteindre le stade de production limitent la croissance de la production mondiale. L'inflation des coûts de production est également une explication de la sous-performance récente des sociétés minières. Le coût global de production des entreprises aurifères est mesuré par le All-in Sustaining Cost, AISC, qui mesure l'ensemble des coûts de production pour chaque minerai extrait. Ces coûts de production sont fortement influencés et corrélés au prix du pétrole, puisque les équipements nécessaires à l'extraction de minerais en consomment. De plus, en prenant en compte une période où le prix de l'or et du pétrole étaient similaires, soit en 2005 et 2017, nous pouvons calculer l'inflation intrinsèque de l'or. Pour un même prix du pétrole, soit de $60 le baril, les coûts de production par once ont augmenté de 7% par an. Cette inflation des coûts de production sont en grande partie engendrées par la diminution de la teneur en or des gisements. En 2000, la teneur moyenne était de 19 grammes d'or par tonne de minerai, alors qu'en 2020, elle n'est plus que de 6,5. Cela signifie qu'aujourd'hui, il faut traiter 3 à 4 fois plus de minerais pour extraire la même quantité d'or qu'il y a 20 ans. Cette baisse continue de la qualité des mines oblige les entreprises à exploiter des gisements de plus en plus profonds et dans des zones géographiques plus risquées et complexes, ce qui augmente encore leurs coûts. À titre d'exemple, le coût marginal de production de l'or, qui représente le coût de production des mines les plus coûteuses, est de $1855 par once. Alors, pour que ces mines restent rentables et maintenir leur niveau de production actuel, cela signifie que le prix de l'or doit nécessairement rester au-dessus de ce seuil. Si le prix de l'or venait à tomber en dessous de ce coût, la production serait inévitablement réduite, entraînant une baisse de l'offre et donc logiquement un ajustement des prix. Au troisième trimestre de 2023, les coûts miniers moyens des entreprises aurifères étaient de plus de $1300 l'once. Nous avons clairement une forte tendance à la hausse des coûts miniers, ce qui explique en partie la sous-performance des minières aurifères comparée à l'or. Soit, alors que l'or ne cesse d'atteindre de nouveaux records historiques de prix, les valeurs minières sont encore loin de leur sommet de 2011, ce qui illustre en partie un certain écart entre la valorisation de l'or et celle des entreprises qui l'extraient. Actuellement, les sociétés minières d'or semblent clairement sous-évaluées par rapport au prix de l'or. Les actions minières se situent à des niveaux historiquement bas par rapport au métal qu'elles produisent. Cette situation nous questionne sur si cette valorisation est concrètement raisonnable ou si, au contraire, elle représente une réelle opportunité d'investissement. Compte tenu du ratio relativement bas entre la valeur des minières et celle de l'or, il serait peut-être judicieux à commencer à considérer les actions minières comme une option intéressante d'investissement. Et puis, en tant qu'investisseurs de long terme que nous sommes tous sur cette chaîne, nous savons que les écarts entre la valeur intrinsèque et la valorisation boursière finissent toujours par s'ajuster. Et comme le dit très bien Benjamin Agard,
grammes. À court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c'est une machine à peser. Nous avons vu au cours de cette vidéo que l'or est un actif très stratégique au vu de la diversification qu'il nous offre. L'or étant inversement corrélé au dollar américain, il est alors une option intéressante pour tous ceux qui sont exposés en grande partie à des entreprises américaines libellées en dollars. C'est également un actif qui a tendance à très bien performer lors de la baisse des taux, baisse que nous connaîtrons peut-être très prochainement. Et l'or n'est pas le seul à bien performer lors de cette baisse de taux. Les entreprises minières d'or profitent aussi de cette baisse puisque l'accès au capital pour financer ces activités devient plus simple et moins coûteux. Globalement, l'or est un actif que nous pouvons qualifier d'antifragile au vu de sa résilience lors des périodes de conflit. Au vu de l'instabilité et du contexte géopolitique actuel, l'or semble être un actif intéressant à détenir en portefeuille. De plus, le prix de l'or mais aussi le prix des commodités plus généralement sont structurellement haussiers en période de conflit. Et les périodes de ralentissement et de récession sont la cause de leur baisse de prix. Et ceci est globalement vrai pour une grande partie des industries et des actifs financiers. De plus, l'or est une protection efficace contre l'inflation énergétique avec des performances similaires à celles du pétrole, notamment pendant des périodes de forte hausse. Cependant, son coût de stockage beaucoup plus faible que celui du pétrole en fait donc un choix privilégié. La production d'or devenant de plus en plus complexe entraîne un taux d'inflation intrinsèque de 7% qui vient s'ajouter à l'inflation énergétique, offrant une protection supplémentaire. Et ce qui est d'autant plus intéressant avec cette classe d'actifs, c'est qu'en fonction de votre profil investisseur, il existe de nombreuses solutions de placement selon votre appétence au risque. Les actions d'exploration et de développement minier offrent un fort potentiel de gain, mais s'accompagnent de risques plus importants, notamment opérationnels et d'investissement. Les actions des majors minières et les ETF associés apportent plus de stabilité avec un risque modéré, mais offrent cependant un potentiel de croissance plus limité. Les royalties et stream companies se distinguent par un bon équilibre entre diversification et exposition à l'or, tout en réduisant le risque opérationnel. C'est un excellent moyen de profiter pleinement de la hausse structurelle à long terme de l'or, tout en profitant de certaines décotes de valorisation et parfois de dividendes. Enfin, l'or physique, bien qu'il n'offre pas de rendement ni de potentiel de hausse significatif, reste l'option la plus sûre pour se protéger dans des scénarios plus défavorables. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes exposé à l'or et si oui, sous quelle forme. N'hésitez pas vraiment à liker, commenter et partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Encore une fois, si vous êtes intéressé par l'investissement dans les minières, je vous recommande fortement de regarder ma vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à vous inscrire à ma liste d'emails si vous souhaitez recevoir des analyses supplémentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.